Paris, Café de Flore. Alexandre Dubois, PDG multimillionnaire de 38 ans, ne savait pas qu'il était sur le point de vivre le moment le plus important de sa vie. À côté de lui, son fils Lucas de 8 ans rangeait ses blocs colorés avec un casque rouge. Le rendez-vous organisé par son assistante était une dernière tentative de reconstruire une vie normale. Quand Sophie entra dans le café, elle ignora Alexandre et s'agenouilla devant Lucas, communiquant avec lui dans son langage. À ce moment, Alexandre comprit qu'il avait trouvé la première personne qui voyait son fils comme un enfant, pas comme un problème. Mais Sophie cachait un secret qui changerait à jamais leur vie. Du 47e étage de sa tour de verre dans le quartier de la Défense, Alexandre Dubois observait Paris en pensant au garçon assis dans le coin de son bureau. Lucas, 8 ans, rangeait des blocs colorés avec le casque rouge qui le protégeait du monde extérieur. À 38 ans, Alexandre avait bâti un empire d'1 milliard d'euros. Il possédait tout, succès, argent, respect. Mais en regardant son fils, il se sentait le plus misérable des hommes. Depuis que Lucas avait reçu le diagnostic d'autisme, Alexandre vivait dans une inadéquation constante. Catherine, sa femme, l'avait quitté 2 ans auparavant. Elle ne pouvait pas gérer un enfant différent et un mari toujours absent. Ses derniers mots avaient été des poignards. Lucas avait besoin d'amour, pas d'argent. Elle avait raison. Le monde de Lucas était fait de routines rigides, céréales dans le bol bleu, t-shirt avec des dinosaures, casque rouge. Alexandre respectait ses habitudes, mais se sentait toujours étranger. Cet après-midi-là, Monique, son assistante, entra avec détermination. Elle lui annonça qu'il devait arrêter de vivre comme un moine. Elle avait organisé un rendez-vous avec Sophie Moreau, une enseignante spécialisée en autisme. Lucas viendrait avec lui. Alexandre se retrouva au Café de Flore, observant Lucas tourner son cube de Rubik dans le rétroviseur. Il choisit une table dans le coin, loin des bruits. Il installa l'enfant avec ses objets de sécurité. À 6 heures précises, Sophie entra dans le café. Cheveux châtains, yeux verts, sourire naturel. Mais au lieu d'aller vers Alexandre, elle s'agenouilla devant Lucas et lui parla doucement. Lucas, qui normalement se retirait face aux étrangers, ralentit les mouvements du cube. Il écoutait. Sophie se présenta brièvement, en s'asseyant. Elle expliqua qu'elle travaillait avec des enfants autistes depuis 8 ans. Elle était naturelle, sans cette fausse gaieté que les gens montraient à Lucas. Après 20 minutes, le miracle se produisit. Lucas poussa 3 blocs vers Sophie. Rouge, bleu, jaune. Elle les accepta avec joie, construisant une petite tour. Lucas l'imita, sa façon de dire « tu me plais ». Puis Lucas fit quelque chose d'incroyable. Il toucha la main de Sophie et y posa 3 blocs, sa façon de dire merci. Il ne l'avait jamais fait avec personne, sauf Alexandre et grand-mère. Pendant qu'il se préparait à partir, Lucas offrit à Sophie son cube de Rubik. Elle promit d'en prendre soin. En marchant vers les voitures, Alexandre demanda s'ils pouvaient se revoir. Sophie s'arrêta. Elle devait lui avouer quelque chose. Elle aussi était autiste, forme légère. C'est pourquoi elle comprenait si bien Lucas. Alexandre sourit. Cela expliquait tout et ne changeait rien. Cela expliquait même pourquoi Lucas avait fait confiance si rapidement. Sur le chemin du retour, Lucas avait rangé les blocs dans les couleurs données à Sophie. Rouge, bleu, jaune. Pour la première fois en 2 ans, Alexandre se sentit plein d'espoir. Les jours suivants furent une révélation complète pour Alexandre. Sophie avait accepté de l'aider à mieux comprendre le monde de Lucas et chaque après-midi, après les longues journées au bureau, Alexandre se rendait au petit appartement de Sophie pour ce qu'elle appelait tendrement « leçon de communication ». L'appartement de Sophie était conçu comme si elle avait toujours su qu'un jour, elle accueillerait un enfant comme Lucas. Espace ordonné et prévisible, couleur douce qui ne surstimulait pas, coin douillet avec des coussins où l'enfant pouvait se réfugier quand le monde devenait trop intense. C'était un sanctuaire de calme dans un Paris chaotique. Sophie expliquait patiemment que la clé pour communiquer avec Lucas n'était pas de lui apprendre à s'adapter à leur monde, mais d'apprendre à entrer dans le sien.
Elle observait Alexandre, tentant de déchiffrer les motifs que Lucas créait avec ses blocs, les rythmes de ses arrangements, la logique cachée derrière chaque geste apparemment aléatoire. L'enfant commença à montrer des changements surprenants. Il mangeait dans l'assiette de Sophie sans protester, alors qu'à la maison, il devait toujours avoir ses ustensiles spéciaux. Il acceptait de nouveaux aliments qu'elle lui proposait calmement, bien qu'il refuse normalement tout ce qui était en dehors de sa liste restreinte d'aliments sûrs. La confiance était vraiment tout avec des enfants comme Lucas. Un soir particulièrement significatif, pendant qu'Alexandre préparait le dîner dans la petite cuisine de Sophie, Lucas se leva de son tapis de jeu et se dirigea vers le réfrigérateur. Avec des mouvements précis et délibérés, il commença à réorganiser tous les aimants colorés que Sophie avait fixés sur la surface métallique. Alexandre s'arrêta d'observer, intrigué. Lucas créait un motif spécifique, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune, en rangées parfaitement ordonnées. Les mêmes couleurs des blocs qu'il avait donnés à Sophie le premier jour. Sophie s'approcha silencieusement, observant le travail de Lucas avec une attention scientifique. Elle expliqua à Alexandre que l'enfant ne jouait pas simplement. Il marquait le territoire émotionnel, déclarant par son langage visuel que cet espace lui plaisait, qu'il se sentait en sécurité et accepté dans cette maison. Mais le moment le plus extraordinaire arriva quand Lucas termina son œuvre. Il se tourna vers Alexandre et Sophie qui observaient son travail, et avec un geste qui coupa le souffle aux deux, il prit leurs mains et les unit délicatement. Alexandre chuchota son incrédulité. Sophie expliqua que les enfants autistes possédaient une intuition extraordinaire pour les émotions et les connexions entre les personnes. Lucas communiquait quelque chose de profond, que cette configuration, les trois ensemble, représentait son idéal de sécurité et de bonheur. Les semaines passèrent dans une routine qu'Alexandre n'avait jamais imaginée possible. Lucas attendait impatiemment les après-midi chez Sophie, courait vers elle quand ils arrivaient, se détendait complètement dans son appartement. Pour la première fois, Alexandre voyait son fils non seulement tolérer la présence de quelqu'un d'autre, mais la désirer activement. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur le canapé de Sophie, après avoir laissé Lucas jouer sur le tapis, Alexandre trouva le courage d'aborder les sentiments qui grandissaient en lui depuis des semaines. Il lui avoua que cette expérience avec elle était la première fois en 2 ans qu'il avait vu Lucas vraiment, profondément heureux. Mais plus que cela, c'était aussi la première fois qu'il se sentait vraiment capable d'être le père que Lucas méritait. Sophie l'écouta en silence, ses yeux verts reflétant la compréhension et quelque chose de plus profond. Quand Alexandre eut fini de parler, elle admit à voix basse qu'elle non plus ne voulait pas que cette période magique se termine jamais. Alexandre lui demanda directement si elle pensait qu'ils pouvaient essayer sérieusement, construire quelque chose de durable ensemble. Sophie répondit que c'étaient des mots qu'elle avait toujours rêvé d'entendre, mais qu'elle n'avait jamais cru possible pour quelqu'un comme elle. Cette nuit-là, quelque chose de miraculeux se produisit. Pendant qu'ils étaient assis sur le canapé planifiant timidement leur avenir, Lucas se leva de son tapis de jeu et au lieu d'aller vers Alexandre comme il le faisait toujours, il grimpa sur le canapé et se blottit naturellement entre les deux. C'était la première fois que Lucas cherchait spontanément le contact physique avec quelqu'un en dehors de sa famille proche. Il s'endormit paisiblement dans leurs bras, comme si c'était la configuration la plus naturelle du monde. Quand vint le moment de le mettre au lit, Sophie le souleva délicatement. Lucas ouvrit les yeux un moment et, la regardant directement, dit avec une clarté qui les émut tous les deux, « Maman, Sophie ». Alexandre sentit ses yeux se remplir de larmes. Lucas venait de choisir Sophie comme sa nouvelle mère. Les semaines suivantes virent une transformation complète dans leur dynamique familiale. Lucas commença à appeler Sophie « Maman Sophie » régulièrement, sans jamais oublier ou renier le souvenir de Catherine, mais acceptant pleinement cette nouvelle figure maternelle dans sa vie. 1 mois plus tard, Alexandre décida qu'il était temps d'officialiser ce que le cœur avait déjà décidé. Il organisa ce qui deviendrait la demande en mariage la plus originale et émouvante de sa vie.
Pendant un dîner maison préparé ensemble, après avoir installé Lucas confortablement avec ses jouets préférés, Alexandre s'agenouilla à côté de l'enfant. Il lui expliqua qu'il avait une mission très importante. Il devait livrer quelque chose de spécial à maman Sophie. Il plaça la bague de fiançailles dans la paume ouverte de Lucas et lui demanda de dire à Sophie que lui et papa voulaient qu'elle reste avec eux pour toujours. Lucas prit la bague avec le sérieux d'un petit ambassadeur, se leva, s'approcha de Sophie et ouvrit délicatement sa main. Il plaça la bague dans la paume et, la regardant directement dans les yeux, dit avec une clarté absolue « Pour toujours ». Sophie éclata en larmes de joie, acceptant la plus belle demande de sa vie. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Lucas applaudit 3 fois et serra Sophie spontanément dans ses bras, le premier câlin qu'il ait jamais donné à quelqu'un en dehors d'Alexandre. Cette nuit-là, pendant qu'ils planifiaient leur avenir, Alexandre comprit qu'il avait trouvé non seulement une compagne, mais la clé pour ouvrir le cœur de son fils au monde entier. 3 mois après la première rencontre, Alexandre, Sophie et Lucas étaient devenus inséparables. Sophie avait pratiquement déménagé dans le penthouse d'Alexandre, transformant cette maison froide en un vrai foyer. L'appartement changea pour s'adapter à Lucas. Coin sensoriel, espace organisé, zone calme pour se réfugier. La transformation la plus extraordinaire était en Lucas lui-même. Il communiquait beaucoup plus, utilisait des phrases complètes. Un matin, il dit spontanément « Sophie, notre maison ». Le docteur Lemaire remarqua des progrès incroyables. Plus grande ouverture sociale, flexibilité dans les routines, communication plus riche. Alexandre expliqua qu'une personne spéciale était arrivée qui parlait le langage de Lucas. Le médecin reconnut en Sophie quelqu'un qui partageait le même fonctionnement neurologique que l'enfant. Les préparatifs du mariage révélèrent les besoins de Sophie. Planification détaillée, petite cérémonie, difficultés avec de grands groupes. Alexandre s'adapta comme elle l'avait fait avec Lucas. Ils décidèrent d'une cérémonie intime dans le jardin avec 20 invités. Sophie voulait que Lucas porte les alliances. Le jour du mariage, arriva le défi. Marguerite, la mère d'Alexandre, arriva de Lyon avec des préoccupations évidentes. Pendant qu'Alexandre se préparait, elle exprima ses doutes. Sophie était particulière. Lucas avait déjà assez de complications. Alexandre se mit en colère. Sophie n'était pas une complication. Elle était la meilleure chose qui leur soit arrivée. À ce moment, Lucas apparut, inquiet de la tension. Il demanda directement si grand-mère n'aimait pas maman Sophie. Marguerite regarda son petit-fils, réalisant combien il avait changé. 8 mois auparavant, il ne communiquait que par des pleurs. Maintenant, il posait des questions articulées, exprimait des émotions complexes. Lucas déclara clairement « Moi très heureux avec maman Sophie ». Maman Sophie comprend toujours Lucas. Sophie apparut, perçut la tension et demanda à parler en privé avec Marguerite. Elle expliqua qu'elle aimait Lucas comme un fils biologique. Sa condition ne la rendait pas moins capable de le protéger, au contraire, elle la rendait plus capable de le comprendre. Marguerite exprima sa préoccupation principale. Alexandre avait déjà trop de responsabilités. Sophie sourit doucement. Dans une vraie famille, tout le monde prend soin les uns des autres. Alexandre l'aidait avec ses difficultés, elle l'aidait avec Lucas. Ensemble, ils aidaient l'enfant à grandir sereinement. La cérémonie fut parfaite. Lucas porta les alliances avec fierté, souriant aux invités. Quand Alexandre et Sophie échangèrent leurs vœux, il se positionna entre eux, unissant symboliquement leurs mains. Pendant la réception, Marguerite observa Sophie gérer les interactions sociales en respectant ses besoins, sans jamais perdre Lucas de vue. Quand un enfant pleura à cause de la musique trop forte, Sophie intervint immédiatement, aidant à le calmer. Marguerite réalisa que Sophie voyait les besoins spéciaux comme des aspects normaux à respecter, non des problèmes à tolérer. Le soir, Marguerite s'approcha de Sophie pour s'excuser. Elle avait vu comme elle prenait bien soin de Lucas. Elle demanda si elle pouvait lui apprendre à mieux comprendre son petit-fils, à être une meilleure grand-mère. Sophie promit d'aider.
Lucas méritait tout l'amour possible des gens qui l'entouraient. 2 ans plus tard, Lucas parlait couramment, jouait du piano, avait des amis. Sophie donnait des conférences sur l'inclusion. Alexandre avait transformé l'entreprise en embauchant des personnes neurodivergentes. Un matin, Sophie découvrit qu'elle était enceinte. Alexandre était ému. Ils expliquèrent à Lucas qu'il aurait un petit frère ou une petite sœur. L'enfant promit de lui apprendre comment être heureux même quand on est différent. Pendant la grossesse, Lucas fut protecteur envers Sophie, l'aidant quand elle était fatiguée. Emma naquit en novembre. Lucas lui offrit un cube de Rubik en tissu. À 6 mois, il devint clair qu'Emma était neurotypique, mais l'amour de Lucas ne changea pas. Emma, à 1 an, adorait Lucas. Elle riait à ses spectacles de blocs. Un soir, en voyant les enfants jouer ensemble, Alexandre et Sophie réalisèrent qu'ils avaient créé quelque chose d'extraordinaire. Lucas construisait des tours pour Emma qui les détruisait en riant. « Famille complète », dit-il avec satisfaction. Ce soir-là, en couchant les enfants, Lucas demanda s'il pourrait aider d'autres enfants différents comme lui quand il serait grand. Sophie et Alexandre, émus, lui dirent qu'il serait très bon à cela. Cette nuit de noces, enlacés dans leur suite pendant qu'Emma dormait paisiblement dans son berceau et Lucas reposait dans sa chambre décorée de tous ses motifs colorés préférés, Alexandre chuchota à Sophie un remerciement qui venait du fond du cœur. Il la remercia de lui avoir appris que l'amour authentique n'avait pas besoin d'être conventionnel pour être parfait. De lui avoir montré qu'une famille pouvait être extraordinaire, précisément parce qu'elle était construite sur les différences, pas malgré elle. Sophie se blottit dans ses bras, rendant la gratitude. Elle le remercia d'avoir cru dès le premier moment que 3 personnes si différentes, maintenant 4 avec Emma, pouvaient créer ensemble quelque chose de beau et durable. Alexandre regarda vers le berceau où dormait Emma et sourit en pensant à l'avenir. Qui sait, peut-être qu'un jour, ils seraient encore plus nombreux. Sophie rit doucement dans ses bras. Un pas à la fois, lui chuchota-t-elle, un miracle à la fois. Mais tous deux savaient au fond de leur cœur que quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, en famille, avec tout l'amour inconditionnel et l'acceptation mutuelle qu'ils avaient appris à cultiver jour après jour. Les années qui suivirent prouvèrent que le leur n'avait pas été qu'un rêve romantique, mais une transformation réelle et durable. Lucas grandit et devint effectivement un éducateur spécialisé dans l'aide aux enfants autistes, poursuivant la mission qu'il avait déclarée petit, apprendre au monde qu'être différent pouvait être beau. Emma choisit d'étudier la psychologie du développement, inspirée par l'exemple quotidien de sa mère et le lien spécial qu'elle avait développé avec Lucas. Elle devint une des chercheuses les plus prometteuses dans le domaine de l'autisme, mais surtout une sœur qui aimait et protégeait Lucas avec fierté. Alexandre étendit progressivement ses programmes d'inclusion d'entreprise, transformant sa société en modèle national pour l'embauche et l'intégration de personnes neurodivergentes. Son entreprise devint un cas d'étude dans les universités de commerce, prouvant que l'inclusion n'était pas seulement éthiquement correcte, mais aussi économiquement avantageuse. Sophie continua sa mission éducative, devenant une des voix les plus autorisées en France dans le domaine de l'autisme. Ses conférences attiraient des milliers de parents, enseignants et professionnels. Mais sa plus grande fierté était toujours de voir Lucas grandir heureux et sûr de lui. Des années plus tard, quand leur histoire devint connue à travers des articles et documentaires, tous se souvenaient toujours de ce premier après-midi magique au Café de Flore. Comment une femme s'était simplement agenouillée devant un enfant considéré comme difficile et avait changé 3 vies pour toujours. Comment l'amour le plus authentique était celui qui ne cherchait pas à changer les gens, mais les embrassait exactement pour ce qu'ils étaient. Comment les familles les plus belles et solides étaient souvent celles nées de la rencontre d'âmes différentes qui se reconnaissaient, s'acceptaient et s'aimaient précisément à travers leur singularité. Chaque fois que quelqu'un demandait à Alexandre quel était le vrai secret de leur bonheur familial, il souriait toujours avec cette sérénité que seul l'amour vrai peut donner. Nous avons simplement appris que « normal » n'est qu'un mot inventé par ceux qui ont peur des différences.
L'amour vrai, celui qui transforme et guérit, c'est tout le reste. Car parfois les plus grands miracles n'arrivent pas en cherchant à changer les gens qu'on aime. Ils arrivent quand on change la façon dont on regarde ces gens, quand on apprend à voir la beauté unique qui se cache derrière chaque différence. C'était l'histoire d'une famille née de 3 blocs colorés, rouge, bleu, jaune, et qui grandit pour devenir un exemple de comment l'amour, la patience et l'acceptation peuvent créer des miracles quotidiens. Une histoire qui commença avec un PDG qui ne savait pas comment aimer son fils, et se transforma en démonstration que l'amour le plus pur est celui qui ne juge pas, ne prétend pas corriger, mais embrasse simplement et célèbre chaque différence comme un cadeau précieux. Et quand Emma, devenue adulte, décida de se marier, elle voulut que ce soit Lucas qui porte les alliances pendant la cérémonie, car elle avait appris de lui que l'amour vrai s'exprime dans les gestes simples, dans la compréhension silencieuse, dans l'acceptation inconditionnelle. Le cercle se fermait parfaitement, prouvant que quand on plante une graine d'amour authentique, pousse un arbre qui donnera des fruits pour des générations. Si cette histoire vous a ému, laissez un like, partagez dans les commentaires. Croyez-vous que l'amour peut surmonter toute différence? Avez-vous rencontré quelqu'un qui a changé votre perspective sur la diversité? Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires qui célèbrent la beauté de la diversité et le pouvoir de l'amour inconditionnel. Rappelez-vous, les plus belles familles ne sont pas les parfaites, mais celles où chaque membre est aimé et accepté pour ce qu'il est.